Tanella Boni, matin de couvre-feu. 2 lunes plus tard, l'homme arriva par la grande route sans se faire annoncer. Les Blancs et ceux qui savent lire disent que c'était l'année 1938. C'était écrit sur l'un de ses nombreux papiers qu'il avait ramenés dans sa sacoche de soldat. À son retour, il était plus taciturne que jamais, mais n'avait pas perdu son sourire auprès des femmes. Il refusa de rejoindre son village et s'installa là où habitait sa femme, ce qui, aux yeux de ses parents, était une offense supplémentaire qui venait s'ajouter à la longue liste des fautes et des manquements aux valeurs traditionnelles qui ne se comptaient plus. Il obtint de son beau-frère, et ami tout-puissant, une grande parcelle où il pouvait cultiver des céréales, mais aussi du café et du cacao s'il en avait envie. Mais l'homme préféra faire un champ d'igname et de maïs et laissa le reste de la parcelle en friche, comme s'il voulait en faire son terrain de chasse. Pourtant, il allait plus loin, toujours plus loin, les nuits où il reprenait son fusil. Mère eut l'impression que désormais il triait le gibier. Il détestait le petit gibier, comme si apprendre à manier les armes en vue d'une guerre qui n'existait pas lui avait donné le droit de respecter la vie. Il allait, les nuits, 2 ou 3 fois par semaine, et les matins, il rejoignait les autres hommes près du vin de palme, de l'awalé et de la canne sous l'arbre qui avait bien grandi depuis son départ et qui accueillait les étrangers et tous ceux qui avaient envie de se faire entendre. Ainsi, les jeunes de la région entendirent les péripéties du voyage en mer, aller et retour. Ils surent chaque détail de l'entraînement quotidien au maniement des armes. Ils apprirent, comme s'ils avaient vécu là-bas, de l'autre côté des mers, quelques règles de conduite en vigueur chez les Blancs qui circulaient nombreux dans la contrée. Depuis quelque temps, les femmes de chez eux les suivaient dans la forêt, et ils n'eurent aucun mal à imaginer la silhouette de l'autre femme dont il parla en aparté à quelques proches, parmi lesquels Swanga, son ami de toujours. C'est de cette manière-là que les premiers bruits arrivèrent jusqu'à ses oreilles. Un soir où elle était assise, comme à l'accoutumée, bien droite sur son tabouret, avant de rejoindre sa couche. Son frère eut l'idée de venir jusqu'à près de sa case. Ses femmes le lorgnèrent, et il comprit qu'il était devenu vraiment grand, et qu'il n'avait plus le droit de s'adresser à sa propre sœur sans intermédiaire. Mais il n'en faisait qu'à sa tête, c'était connu. Il vint s'asseoir, comme quand il était plus jeune. Il lui raconta n'importe quoi. Une histoire avec les Chéchias, qui semblait désormais avoir peur de son ami revenu au pays. Elle lui demanda en quoi cela la regardait. « Ton homme est bien plus instruit qu'eux, et les Blancs peuvent l'appeler à leur côté aujourd'hui ou demain. Ton homme est un allié sûr pour eux, tandis que les Chéchias n'ont aucun avenir. Nés subalternes, ils resteront toujours aux ordres, tandis que ton homme, lui, a appris à commander, à protéger la vie et à donner la mort. » Elle avait le menton posé sur les 2 genoux, et elle dessinait quelques traces imaginaires sur le sol pour passer le temps. Les paroles des hommes n'avaient pas beaucoup de sens pour elle, et elle se demandait pourquoi il fallait les aimer et passer la vie à attendre quelques zouaves qui n'est même pas capable de se souvenir d'elle. C'est à ce moment-là que son frère, devinant l'état de lassitude dans lequel elle se trouvait, enfonça le clou comme pour l'achever. Il a un enfant qui ne pourra jamais écouter les contes de chez nous, regarder les étoiles d'ici, aller pêcher à la rivière. Perdu pour la contrée, et il viendra faire quoi ici? Il te l'avait dit qu'il avait une femme et un enfant? Je l'ai su de manière infaillible par Goïman, cela me suffit. Il ne me fera pas de confidence, sauf en cas de nécessité. Ce n'est pas à toi qu'il disait l'autre fois qu'un homme ne doit jamais tout dire à sa femme? Vous en avez une drôle de manière, vous, de concevoir la vie commune. Elle venait de mettre fin à leur conversation, car son frère détestait par-dessus tout que sa petite sœur lui rappelle tous les manquements qui ne changent rien au sens qu'il donnait à la vie. À ses yeux, la vie était sans limite, et les frontières n'existent que pour les regards portant des œillères. La preuve, il était capable à présent de négocier avec les Blancs, qui, au départ,
pensaient pouvoir apporter des manières de vivre différentes. À présent, ils les connaissaient mieux que quiconque, parlaient leur langue et étaient loin de pouvoir leur dévoiler tous les secrets de sa propre vie. En ce qui concerne les rapports avec les femmes, tout le monde était bien fait comme ça. Selon sa richesse et pour son bon plaisir, un homme pouvait en prendre autant qu'il le souhaitait, s'il était suffisamment fort pour éviter que son corps ne faiblisse et ne jette la honte sur son visage en présence d'une femme nue. Oui, il avait ses idées fixes, malgré tout le sens du progrès et des affaires dont il faisait preuve. Et elle se disait que ses semblables et lui-même tomberaient bien un jour sur une femme capable de les ouvrir, de les couvrir de cette honte qu'il craignait tant. Il se leva d'un seul bond et ne souhaita pas le bonsoir à sa sœur. De toute façon, le clan des hommes est solidaire, quand il s'agit de protéger leurs secrets de chasseurs et de guerriers. Et y a-t-il une différence entre un lézard et un crocodile ? Un lion ou un éléphant n'ont jamais changé ces règles qui semblent régner depuis le temps mythique où Dieu, faiseur de toutes choses, a donné aux humains une parcelle de terre afin qu'ils puissent y respirer pendant un soleil ou des saisons de pluie entières. Elle n'attendait pas non plus qu'un python ou une panthère viennent changer le monde. Un homme est un homme, quelle que soit la couleur de son pelage, la douceur ou la rugueusité de son visage. Elle le savait et il fallait s'armer en conséquence, car la guerre dans les foyers est durable et dévastatrice. Les femmes doivent tenir bon, car les premiers morts ne tomberont pas de leur rang. Pour elle, cette destinée si monotone, qui est le lot de la plupart des femmes, tourne à court. La vie prit un autre virage, qui devait la propulser dans un monde autre, car une année plus tard, son homme repartit. On recherchait les soldats qui avaient été démobilisés. On disait que la guerre venait de reprendre là-bas, et il fallait faire très vite. Elle revit le sourire de son homme le jour où il remit le casque et l'uniforme, comme d'habitude, et il ne lui dit pas au revoir et embarqua de nouveau sur un bateau qui devait le conduire vers son propre destin.